Bonjour et bienvenue à cette première émission de la nouvelle saison de Vue d'ici. Encore une fois, chaque semaine, nous allons vous présenter 3 reportages qui ont été captés sur le territoire de CCAP.tv. Pour aujourd'hui, vous pourrez voir d'abord une soirée officielle pour la remise d'un chien Mira à une bénéficiaire. Ensuite, on vous présente un nouveau partenariat entre CCAP.tv et une autre télévision locale du territoire de la MRC de la Jacques-Cartier. Et finalement, Mégane s'est rendue à Sainte-Brigitte-de-Laval à la bibliothèque du Trivant où l'auteure Roselyne Brasset était. Bonne émission! Les cliniques Optométrie Charlebourg et Zieauté Optométristes se sont unis question d'amasser des fonds pour parrainer un chien Mira et l'offrir à une bénéficiaire avec de graves problèmes de vision qui vient de Charlebourg. L'événement officiel a lieu ce soir au Carrefour Charlebourg. Nous allons donc rencontrer la bénéficiaire et aussi des membres de l'organisation Mira. Madame Bélanger, aujourd'hui, officiellement, on vous remet votre chien Mira. Vous l'avez déjà depuis quelque temps. Parlez-nous de vos problèmes de vision. Qu'est-ce qui a amené, en fait, les cliniques à opter pour vous offrir le chien Mira? Bien, moi, le problème de vision, ça s'appelle la rétinite pigmentaire. C'est une maladie génétique héréditaire. Ça fait que c'est les photorécepteurs dans la rétine qui sont responsables de l'arrivée de la lumière, là, pour transmettre au cerveau, qui arrêtent de fonctionner l'une après l'autre, parce qu'on a beaucoup de cellules, là. Puis ça veut dire que graduellement, on perd la vue, on perd l'arrivée de la lumière. Là, il m'en reste un tout petit peu, là, encore, là. Il y a les détails, je ne les vois plus, là. Je vois pas votre visage, je vois juste un peu les formes et les mouvements. Comment, dans votre quotidien, votre chien Mira va parvenir à vous aider? Est-ce que c'est la première fois que vous avez à votre service, en fait, un chien pour vous aider, un chien guide? C'est la deuxième expérience de chien guide. L'autre, c'est un mâle. Puis j'ai fait un bout de temps avec, mais il y a eu des petits problèmes de santé, mais il est parti à la retraite. Puis là, ça n'a pas été trop long, 2 mois, parce que moi, j'en voulais un autre, parce que je trouvais ça tellement génial. Puis au point de vue autonomie, ça nous rend plus autonomes, en sécurité, en confiance. T'es une belle compagnie, une complicité avec le chien. Ça amène beaucoup de... En tout cas, moi, ça m'amène beaucoup de bonheur et de joie d'avoir un chien avec moi. Parlez-nous de votre entourage avec Mira. Comment vous êtes accompagné pour apprendre à connaître votre nouveau chien? Encore avec vous, il est en formation. Est-ce que vous avez du soutien de la Fondation? Oh oui, on est très, très bien soutenus. C'est des gens merveilleux. C'est des gens qui ont à cœur, qui aiment les gens puis qui aiment les chiens. Fait que ils ont le souci que ça fonctionne bien avec notre chien puis qu'il y a une belle chimie entre les deux puis une complicité. Pour eux autres, c'est super important. Pour ça, on va passer 3 semaines à 1 mois à Mira, en hébergement, pour l'intégration graduelle du chien et avec la personne, parce que il faut vraiment que ça fitte entre les deux. Là. Tu sais, c'est comme une nouvelle histoire d'amour qui commence, là. C'est un peu ça, là. Aujourd'hui, c'est la remise officielle d'un chien Mira pour une bénéficiaire de Charlebourg. Il y a des fonds qui ont été amassés. Parlez-nous de ce processus pour finalement offrir un chien Mira à quelqu'un qui en a besoin. Bien, écoutez, les optométristes nous ont approchés il y a pas tout à fait 2 ans pour nous présenter un projet. Il y avait le goût de s'impliquer avec nous pour ramasser des fonds, justement, pour ramasser un chien. On sait qu'un chien, c'est 30 000 $. On sait également que la Fondation Mira reçoit aucune aide gouvernementale, donc des aides comme ça, des appels, on en veut, on en veut. Alors, ça nous a fait plaisir. Ils ont été surpris, et nous aussi, d'avoir ramassé un montant aussi élevé, aussi rapidement. Ils se sont impliqués, ils ont fait des activités, ils ont ramassé des cartouches, parce qu'on a aussi le programme de récupération de cartouches. Donc, non, on est super contents. Pourquoi c'est important que des organisations comme celle-ci s'impliquent, justement? Vous avez mentionné le 30 000 $, mais pouvez-vous nous expliquer comment il est utilisé, ce 30 000 $-là, pour pouvoir finalement aider quelqu'un comme Mme Bélanger? Donc, le chien, à partir de sa naissance jusqu'au moment où on le met à la retraite, c'est ça le coût de 30 000 $. Donc, ça comprend, au début, les 9 premières semaines, il était à la pouponnière à la Fondation Mira, dont il y a les soins et tout, clinique vétérinaire et tout. Ensuite de ça, il s'en va pendant 1 an et demi en famille d'accueil. Les gens ont comme mandat de le socialiser, donc de l'amener partout. Et ça, ils le font gratuitement, mais par contre, Mira fournit la nourriture et fournit tous les soins vétérinaires.
À l'âge d'1 an, le chien va être ramené à la Fondation Mira à Sainte-Madeleine et il va passer des tests pour déterminer dans quel programme il va se retrouver, le chien. Est-ce qu'il va être chien guide, est-ce qu'il va être chien d'assistance ou un chien pour les TSA, pour les jeunes enfants autistes. Et là commence l'entraînement. C'est 6 mois pour le chien guide, c'est 4 mois pour le chien d'assistance et pour le chien pour les enfants autistes, c'est 3 mois. Puis pour ceux qui veulent s'impliquer avant, est-ce qu'on doit vous contacter? Est-ce qu'il y a une méthode de sélection? Comment vous choisissez les personnes qui vont socialiser vos chiens? Bien, on invite les gens à aller sur mira.ca. Il y a un onglet qui s'appelle « Aider Mira ». Puis à ce moment-là, ils vont trouver tous les formulaires et l'information nécessaire, là, comment ils veulent s'impliquer. Monsieur Gaudreault, vous êtes copropriétaire des 3 cliniques et vous êtes l'un des instigateurs, en fait, de la levée de fonds. Parlez-moi de ce qui vous a motivé à créer cette levée de fonds et à amasser plus de 30 000 $. Ça fait un certain temps que je me cherche une cause pour qu'on puisse s'impliquer dans quelque chose, redonner aux suivants. Puis, tu sais, notre mission au quotidien, c'est de prendre soin de la santé oculaire des patients. Malheureusement, avec toutes les avancées technologiques, les dépistages précoces, les plus beaux examens du monde, bien, malheureusement, il y a certains patients, soit qui naissent aveugles, qui deviennent aveugles à cause de pathologie oculaire, donc des déficiences visuelles sévères. Et donc, il y a une limite à ce qu'on est capable de faire après. Donc, grâce à la Fondation Mira, Mira est capable d'améliorer un peu la qualité de vie de ces patients-là atteints de déficiences visuelles sévères. Comment vous avez contacté votre clientèle, convaincu même votre clientèle à offrir des dons pour la cause Mira? C'est les gens dans les bureaux, les employés qui en parlaient. Ensuite de ça, des dépliants qu'on remet aussi pour la Fondation Mira en même temps qu'on fait un achat, quand les gens faisaient un achat. Puis les tournois de golf, à force de parler, de bouche à oreille, on réussit finalement d'aller de plus en plus loin avec ça. Avez-vous été surpris du montant amassé? Parce qu'on doit dire que vous remettez un premier chien Mira, mais il serait fort possible que vous en remettiez un deuxième aussi. Le deuxième ne devrait pas être long. On s'était donné initialement comme objectif 2 ans pour amasser un chien guide. Puis finalement, après un petit peu moins qu'1 an et demi, on a réussi à amasser notre 30 000 $. Puis à partir de maintenant, on se fait un objectif de donner un chien guide par année à quelqu'un, comme je disais, dans la région de Québec, toujours. Monsieur Drolet, vous vous impliquez auprès de la Fondation Mira depuis déjà quelques années. Expliquez-nous comment ça a commencé pour vous, comment vous avez découvert la Fondation, puis pourquoi vous continuez à agir à titre de bénévole. Bien, il y a environ 5 ans, on avait pris la décision d'avoir un animal de compagnie. Puis nos recherches nous ont amenés au fil des semaines à découvrir que Mira pouvait nous donner l'occasion d'avoir un chiot, d'élever un chiot, de l'amener à maturité pour l'amener finalement à l'entraînement, ce qui permettrait à une personne handicapée visuelle ou d'un autre programme de Mira de profiter d'un chien. Comment vous trouvez le fait qu'on organise des événements comme celui de ce soir, puis qu'on mette en place des levées de fonds pour pouvoir faire comme vous, aider des gens dans le besoin? Bien, c'est une contribution minimale de notre part. Hein? Mira n'a pas de subvention. Alors, c'est toutes sortes de personnes dans tous les milieux qui s'organisent pour lever des fonds qui permettent à des gens de recevoir ces chiens-là qui ont quand même une grande valeur. Mira les remet gratuitement. Alors, il faut beaucoup de gens qui s'impliquent à la base, des milliers de bénévoles qui participent à ramasser ces fonds-là. Félicitations à tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin pour cette levée de fonds qui a permis d'amasser suffisamment d'argent pour offrir à Mme Bélanger un chien guide pour les prochaines années. Si vous êtes intéressé à soutenir la Fondation Mira, il est possible de faire des dons non seulement monétaires, mais aussi avec des cartouches d'encre et aussi vos vieux téléphones cellulaires. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont réunies à CCAP pour lancer un nouveau partenariat entre la MRC de la Jacques-Cartier, CCAP.tv et aussi CJSR. Nous allons vous présenter ce nouveau partenariat et vous parler de ce que vous retrouverez sur nos ondes très prochainement. Monsieur Beaulieu,
Beaulieu, préfet de la MRC de la Jacques-Cartier, aussi maire de Lac-Beauport. Aujourd'hui, on était réunis pour parler d'un nouveau partenariat. Puis vous nous expliquer de quel partenariat il s'agit? Bien oui, écoutez, c'est un partenariat extraordinaire. En fait, on demande maintenant aux gens de développer un réflexe naturel d'écouter sa télé locale. Et pour desservir l'ensemble du territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, qui s'étend, rappelons-le, de Sainte-Brigitte de Laval jusqu'à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, pour desservir l'ensemble de notre territoire, on avait besoin d'un partenariat avec CCAP.tv et la CJSR, qui est la télévision qui touche plus le secteur de l'ouest de la MRC, et l'est est desservi par CCAP.tv. Donc, c'est un partenariat extraordinaire, un réflexe naturel de syntoniser ces stations-là de télé locale pour découvrir notre région, nos événements, ce qui se passe chez nous, et le faire en concertation avec deux grands groupes de télé locale. C'est une journée extraordinaire pour nous. Est-ce que la MRC de la Jacques-Cartier veut aider à propulser la télé communautaire? Est-ce que c'est votre objectif aussi, en les unissant, de les aider peut-être à faire voir davantage leurs services? Tout à fait, parce que, écoutez, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que nous, on produisait déjà des productions. Donc, on a du contenu. On est une pépinière de contenu, et eux ont besoin de contenu. Et les pourparlers n'ont pas été très complexes. Je pense que rapidement, on a vite compris que les deux côtés Est-Ouest, on pourrait s'entraider et former un partenariat des trois, donc les deux postes de télé locale et de la MRC, pour mieux informer notre population, nos citoyens. Et c'est une situation gagnant-gagnant. Monsieur Thiboutot, on a un beau partenariat maintenant entre CCAP.tv et votre télé locale. Parlez-nous de vos productions. Qu'est-ce que vous couvrez comme territoire? Quelle est votre mission, en fait, comme télé? Notre mission, c'est d'amener l'information locale. C'est surtout ça, un peu comme CCAP. Notre territoire est très grand. Nous autres, on couvre le Grand Port-Neuf et une partie de la Jacques-Cartier. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on est parents, parce qu'on couvre le même territoire un peu. Et le Grand Port-Neuf, on part de, je ne sais pas si vous connaissez la région, Saint-Hubal, donc qui est dans l'ouest complètement. On s'en va jusqu'au fleuve à Deschambault-Grondines. On s'en vient vers l'est jusqu'à Lac-Sergent. Donc, on couvre tout ce territoire-là, sauf le bord du fleuve qui est Vidéotron. Et depuis environ 7-8 ans, nous couvrions déjà Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, qui est dans la MRC de Jacques-Cartier, Fossambeau. Et depuis l'année dernière, on couvre Shannon. Donc, le territoire est très grand. Pourquoi vous croyez qu'il est primordial d'avoir des télévisions communautaires pour se démarquer peut-être de l'information qui est partagée dans les plus grands centres? C'est pour l'information locale. Et on sait que les grands réseaux, eux autres, sont plus centrés Québec, sont plus centrés Montréal, Sherbrooke, tout ça. Quand il arrive de quoi ici à Lac-Beauport, ou qu'il arrive de quoi notre chez nous à Saint-Léonard, à Rivière-à-Pierre, et ça prend quelque chose de gros pour qu'ils se déplacent. Tandis que nous, c'est notre monde. Donc, on se déplace, on va prendre l'information, on la diffuse sur notre bulletin de nouvelles. Donc, c'est l'information réellement locale et régionale, qu'on peut dire. Et on n'est pas en compétition avec la région de Jacques-Cartier, on est en compétition avec la région de Québec. Parce que Québec draine beaucoup. Fait que nous autres, il faut qu'ensemble, CCAP et CJSR, on fasse connaître la belle région, nos belles forêts, nos lacs, tout ça. Donc, on est complémentaires. C'est merveilleux. Monsieur Arsenault, parlez-nous de comment CCAP.tv a pris de l'ampleur dans les 6 dernières années. Comment c'est devenu ce que c'est aujourd'hui? Je pense que la présence de CCAP.tv se fait sentir de plus en plus sur le territoire. On est de plus en plus présent dans le quotidien des gens et ça paraît. On a le feedback qu'on reçoit de nos clients à toutes les semaines sur les émissions qu'on produit, qu'on diffuse. C'est génial. Ce qu'on reçoit aussi comme commentaires sur le web, les réseaux sociaux, je pense que ça nous encourage à continuer. C'est génial. De savoir que maintenant, on va combiner les services de 2 télévisions communautaires, question d'assurer encore plus l'information sur le territoire. Est-ce que vous trouvez que c'était primordial? Est-ce que vous êtes satisfait de ce partenariat? Très satisfait. En fait, je suis très content de voir que c'est plus vraiment un esprit de clocher. On essaie de participer à l'essor de d'autres entreprises de télé locales ou communautaires. Je pense que c'est sain de partager ce qu'on fait. Puis ça nous permet d'avoir davantage de contenu à diffuser de part et d'autre. On vit tous dans la même MRC et on a une réalité qui est commune. Alors, ça nous permet d'échanger sur des réalités qui nous sont propres. Et je pense, primordial, oui, et nécessaire aussi à la survie de ces télés locales-là.
Monsieur Beausoleil, on a un nouveau partenariat. Maintenant, les gens qui sont habitués à la télé de CCAP.tv pourront voir les informations du territoire que vous couvrez avec CJSR. Parlez-moi un peu de votre travail. Vous êtes le lecteur de nouvelles. Oui, lecteur de nouvelles et aussi journaliste de terrain. J'écris, en fait, un bulletin de nouvelles hebdomadaire de 60 minutes. Alors, en équipe avec les caméramans monteurs, on définit notre horaire de semaine, tout dépend des conférences de presse, des sujets qu'on veut traiter. Alors, on définit notre plan de match à chaque semaine. Alors, on couvre en fait le territoire, oui, de Portneuf, une partie de Sainte-Catherine-à-Jacques-Cartier, Shannon aussi. Alors, ça fait quand même un bon territoire à couvrir. Pour ce qui est des nouvelles que vous traitez en 60 minutes, vous pouvez aborder différents sujets. Est-ce que vous allez autant dans le culturel que les nouvelles un peu plus municipales? Oui, en fait, on couvre tout. C'est vraiment un bulletin de nouvelles généraliste. On traite des sujets communautaires, politique municipale, politique provinciale, politique fédérale aussi. Là, on sait dans le fond, la politique prend beaucoup de place aussi. C'est sûr que les élections, encore fédérales en 2019, on vient de terminer des élections provinciales en 2018, municipales avant aussi, mais on couvre tout. Effectivement, on a une chronique culturelle. Aussi, on parle des événements où on peut aller, justement, dans Portneuf, Jacques-Cartier. On parle un peu de sport. On annonce, en fait, là, on est en plein tournoi de hockey. Il y a beaucoup de tournois de hockey, mais c'est très général. Est-ce que CJSR diffuse son information aussi sur Internet? Oui, c'est accessible. Le bulletin Info CJSR est accessible sur Internet, sur le site Web, en fait, de CJSR. Et on diffuse aussi des capsules. En fait, un caméraman monteur, Stéphane, qui sépare, en fait, le bulletin de nouvelles par nouvelle et l'insère dans Facebook. On a une page Facebook où les gens peuvent voir aussi, ceux qui ne sont pas branchés, en fait, à Derry Télécom, mais à ce moment-là, peuvent suivre l'information régionale. Merci beaucoup. Plaisir. Nous vous invitons à consulter l'actualité du territoire sur vos deux télévisions locales, soit CCAP.tv et CJSR. Si vous voulez des détails sur la programmation et la grille horaire, vous pouvez consulter les deux sites Web. Aujourd'hui, l'auteur des romans Juliette A, Roselyne Brasset, du côté de la Couronne-Nord. Question de rencontrer ces jeunes lecteurs et lectrices à la bibliothèque du Trivant. Aujourd'hui, Juliette est à Sainte-Brigitte-de-Laval. En 2014, vous avez décidé de réorienter votre carrière, si on peut le dire comme ça, et de commencer une nouvelle aventure avec Juliette. Comment est-ce que ça a commencé, ce beau projet? Bon sang, ça a commencé par une période de chômage. J'étais à la maison et puis, en tant que travailleur autonome, c'est une période pendant laquelle j'avais un peu moins de contrat. Et je désespérais, j'écrivais des soumissions, il n'y a rien qui fonctionnait. Et ma fille, un jour de déprime, m'a dit « Pourquoi tu ne prendrais pas ton ordi et t'écrirais pas nos aventures? » Parce qu'on a toujours voyagé là, depuis sa naissance et même bien avant sa naissance. J'ai toujours beaucoup voyagé. C'est ma passion avec l'écriture. Et on avait fait donc beaucoup de voyages en famille, beaucoup de voyages toutes les deux, elle et moi. Elle me dit « Pourquoi tu ne racontes pas nos aventures à New York, tiens? » Et j'ai trouvé que c'était quand même une idée intéressante. Alors, j'ai passé les 6 semaines suivantes à rédiger une aventure qui se passait à New York. On venait de passer 6 semaines à New York, dans un appartement du quartier Brooklyn. On était à Brooklyn. Et donc, je raconte nos aventures à New York. Puis après ça, je me suis mis à la recherche d'un éditeur. Puis j'ai trouvé pas mal de gens intéressés, finalement. Là, j'ai eu l'embarras du choix au niveau des éditeurs. Puis c'est comme ça que Juliette est née. On a commencé avec New York, ensuite Barcelone, ensuite Amsterdam, La Havane, Paris, Londres. De qui est-ce que vous êtes inspiré pour créer le personnage de Juliette? Est-ce que c'est un peu un reflet de vous-même? Juliette, c'est exactement ma fille. Et sa maman, Marianne, c'est exactement moi. Exactement, peut-être pas exactement au bout du compte, parce que je pense qu'il faut quand même introduire un peu de fantaisie si on veut amuser les gens, puis si on veut rester crédible. Parce que, croyez-le ou non, plus on invente, plus on est crédible. Et quand on dit la vérité, parfois, personne ne nous croit. Alors oui, les personnages principaux sont réellement inspirés de nos vies. Et je dois dire aussi que les personnages à l'intérieur des romans sont des personnages ce sont des personnes, des vraies personnes qu'on a généralement
toutes rencontrées et avec qui on a noué des liens d'amitié. Je pense à New York, par exemple. L'histoire de Juliette à New York raconte l'histoire de 5 garçons danseurs de rue. Alors, ces petits garçons-là, on les a rencontrés. Et comme on a passé 6 semaines à New York... cet hiver-là, on les a rencontrés à plusieurs reprises, assez pour connaître un peu leur histoire, savoir d'où ils venaient, du côté de leurs parents et tout ça. Alors, c'est de la raison pour laquelle on s'est permis de raconter leur histoire avec leur permission. Lorsque vous avez commencé il y a près de 5 ans, est-ce que vous auriez pensé écrire autant d'aventures de Juliette en si peu de temps? Oui, j'avais le projet. En fait, j'avais le projet d'écrire autant d'aventures de Juliette que de voyages que j'avais effectués avec ma fille. Et on avait vu une 60aine de destinations. Donc, j'ai dit à mon éditeur, je pense pouvoir t'en faire une 60aine. Il m'a dit, calme-toi, là, 60, je ne suis pas certaine que ça va être possible. Puis aujourd'hui, il est beaucoup plus enthousiaste parce que, bon, évidemment, on a cédé les droits à un éditeur étranger. Alors, il y a donc des Juliettes qui sont traduites en néerlandais. On trouve les Juliettes dans toutes les librairies francophones du monde. Alors, je parle de l'Afrique, du Liban, des tas d'autres endroits. Et puis, on a une série de bandes dessinées maintenant. Là, il y a quelqu'un qui fait des illustrations, qui nous fait une formidable BD avec les romans. Donc, je pense que Juliette a le vent dans les voiles et puis qu'effectivement, là, son succès n'a pas fini de grandir. Est-ce que vous auriez pensé aussi que les Juliettes, par exemple à New York, à Amsterdam, pourraient servir de guide voyage pour les jeunes familles? C'était le but. C'est la raison pour laquelle j'avais insisté auprès de mon éditeur pour qu'il y ait un mini-guide de voyage à la fin de chacun des romans. Ça ne lui paraissait pas extraordinairement pertinent à l'origine. C'était une exigence que j'avais parce que je voulais que les enfants, lorsqu'ils partiraient en vacances, aient leur propre guide de voyage à eux. C'est quelque chose que j'avais vu en Europe. Là. Il y a des guides de voyage spécifiquement à l'intention des enfants. On n'avait pas ça ici. Alors, j'ai voulu que les enfants québécois aient la même chose. Il y a déjà 10 Juliettes sur le marché et 2 BD, mais c'était quoi l'objectif premier de sortir une BD? Parce que Juliette est déjà allée à Paris avec un roman, déjà allée à New York avec le roman, mais vous l'avez sorti aussi en BD. Oui, en fait, l'avantage d'avoir une BD, c'est qu'enfin, les enfants peuvent voir de leurs yeux les destinations que visite Juliette. Parce qu'un roman, c'est le fun, c'est captivant. On peut mettre beaucoup de matière à l'intérieur d'un roman, mais on ne peut mettre que quelques illustrations. Hein? Et à l'intérieur de la BD, là, en couleur, on a des planches magnifiques avec des vues de Paris, par exemple. La deuxième BD se passait à Paris. Et il y a des vues absolument extraordinaires de l'intérieur de l'Opéra de Paris, de l'intérieur des catacombes. Alors, bon, lorsque les gens vont à Paris, ils visitent obligatoirement la Tour Eiffel, pas nécessairement les catacombes, pas nécessairement l'Opéra. Alors, la BD nous permettait de montrer en couleur l'intérieur ainsi que l'extérieur de tous ces endroits-là. Puis aussi, c'était la façon d'atteindre un public un peu plus large parce que, bon, les garçons préfèrent les BD aux romans. Et puis, quoi qu'on puisse en penser, il y a beaucoup de garçons qui lisent les Juliettes. Aujourd'hui, l'auteur des romans Juliette A. Roselyne Brasset du côté de la Bibliothèque de Sainte-Brigitte de Laval. Comment est-ce que cette activité-là s'est proposée à vous? En fait, c'est que nous, on a eu une proposition d'une citoyenne qui nous a dit ce serait le fun d'avoir une auteure comme Roselyne Brasset qui viendrait rendre visite aux abonnés de la bibliothèque, aux gens de Sainte-Brigitte de Laval. On a eu, dans les dernières années, d'autres auteurs qui sont venus, entre autres Amélie Dubois, qui est venue nous visiter ici à Sainte-Brigitte. Puis, on s'est dit, oui, ce serait une super idée. Donc, on a fait un projet qu'on a déposé, en fait, à la MRC de la Jacques-Cartier, qui fait en sorte qu'on met en lumière la littérature d'ici pour les grands et petits. Donc, Roselyne Brasset étant une résidente de la MRC de la Jacques-Cartier, donc une auteure locale en tant que telle, on s'est dit, bien, pourquoi pas? Donc, on l'a approchée, puis généreuse comme elle est, elle a accepté notre invitation. En tant que responsable de la bibliothèque du Trivant ici à Sainte-Brigitte de Laval, est-ce que vous organisez justement souvent des activités comme ça pour les citoyens? Oui, bien en fait, de plus en plus, parce qu'on voit l'engouement des gens pour ça. On essaie d'être le plus à la page possible aussi. On se tient au courant des nouveautés. Comme là, il y a des lancements de livres qui se déroulent, il y a des choses qui arrivent. Donc, on essaie d'être sur le timing, en fait, par rapport à ça. Puis, justement, on a une super belle fréquentation de plus en plus à notre bibliothèque. Puis, les citoyens sont très à l'écoute de ce qui se passe. Puis, pour nous, bien, c'est important d'y aller avec des propositions qu'ils ont, puis d'essayer le plus possible de satisfaire leurs besoins ou en tout cas leurs envies, tant qu'on peut. Donc, il n'y a rien d'impossible. Puis, on le voit aujourd'hui avec la présence de Mme Brasset.
Qu'est-ce que tu as le plus aimé aujourd'hui de la rencontre avec l'auteur Roselyne? Poser toutes les questions que j'avais besoin de lui poser, comme si Juliette elle avait rencontré pour de vrai des amis à son voyage à la Havane. Ça m'a vraiment fait plaisir de savoir. C'est qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la lecture des Juliettes? Pourquoi est-ce que tu aimes cette série de livres? Parce que j'aime beaucoup voyager. Moi aussi, je voyage beaucoup dans la vie, à peu près une fois par année. Fait que c'est pour ça que ça m'a donné envie de les lire. Quelle question que tu as posée? Qu'est-ce que tu as été le plus curieuse de savoir au sujet de Juliette ou au sujet de Madame Brasset? Juliette, c'est vraiment sa fille. Moi, je pensais qu'elle avait inventé ce nom-là. Puis en plus, que c'était Juliette Laurence. Puis moi, je pensais que c'était soit Juliette tout court ou un autre nom. Est-ce que toi, t'aimes voyager? Est-ce que les voyages de Juliette t'ont inspiré? Ouais, pour New York, avec ma famille en Italie. Puis on est justement venu l'emprunter ici pour s'inspirer. Plus d'une dizaine de lectrices amatrices des romans jeunesse à succès Juliette se sont déplacées du côté de la bibliothèque Le Trivant aujourd'hui pour venir à la rencontre de leur auteure préférée, Roselyne Brasset. Sachez aussi que Juliette est bien loin d'avoir terminé ses aventures puisqu'en avril prochain, Juliette sera du côté de Hawaï. Pour continuer à suivre les aventures de Juliette, rendez-vous sur la page Facebook Juliette, la série. Merci d'avoir visionné cette émission de Vue d'ici. N'oubliez pas que nous serons de retour pour les 11 prochaines semaines. Question de vous présenter nos différents reportages sur le territoire. CCAP.tv a une chaîne YouTube. On vous invite d'ailleurs à vous y abonner pour regarder l'émission à nouveau ou encore à consulter notre page Facebook et notre site Internet, le www.ccap.tv, où se trouve aussi l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.